Bonjour à tous, donc ben voilà, c'est moi la patiente. J'étais patiente il y a 10 ans et 3 ans après j'ai intégré une association de femmes opérées du sein dont le but était d'apporter, est encore d'ailleurs, d'apporter un soutien moral et une écoute à de nouvelles patientes touchées par le cancer du sein. Je me suis aperçue très vite en parlant de cette controverse concernant le dépistage que c'était un sujet très difficile à aborder qui touchait des choses un peu symboliques, un peu difficiles parce que je me trouvais... D'abord, je m'auto-censurais spontanément. Ensuite, je me suis trouvée devant beaucoup de perplexité, le refus de parler de ce sujet-là et parfois même une hostilité déclarée. Ce qui fait que j'ai beaucoup réfléchi et vous avez un texte en accès dans le preview si vous le désirez, qui est un texte d'une dizaine de pages, mais assez vite lu parce que c'est écrit très grand. Et j'en ai extrait 2 points. Le premier, c'est plus on dépiste tôt, ou plutôt on dépiste et mieux on soigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le deuxième, c'est comment ça va se passer après, comment ce dépistage va prendre forme auprès des patientes ou des femmes qui se sentent concernées. Alors, plutôt on dépiste et mieux on soigne, c'est arrivé très fortement dans notre univers il y a une quarantaine d'années, à un moment où le seul mot, finalement, pour parler de cancer, c'était le mot fatalité, avec bien sûr cette idée de mort très forte, mais surtout ce qui me semble le plus important, c'est l'idée qu'on ne maîtrise, mais alors strictement rien. Ce point-là, bien sûr, était très difficile. Dès cet instant-là, ce plutôt on dépiste et mieux on soigne, et qui somme toute ne veut pas dire grand-chose, c'est juste l'amorce de quelque chose, nous faisait entrer dans le domaine de la maîtrise, et c'était quand même trop beau. Et à partir de ce moment-là, ça signifiait que enfin, la science allait poser un pied sur le crabe. Alors, un beau sentiment est apparu. Si vous lisez un tout petit peu la littérature du cancer, vous verrez que le mot espoir apparaît partout. Il est très très fort. D'ailleurs, la campagne de dépistage d'Octobre Rose s'appelle le ruban de l'espoir, ou le ruban rose. Donc l'espoir, c'est un sentiment de toute une société, pas uniquement les patients. Et c'est un sentiment qui veut dire attente en confiance. Et moi, je crois que ce qui a changé, c'est la teneur de la consultation entre le médecin et son patient. C'est un moment où le patient regarde son médecin avec des yeux d'amour parce qu'il attend de celui-ci qui lui parle de sa survie. Et ça, c'est un truc qui est trop fort. Ça va mettre le médecin dans une situation de toute puissance, de facto, malgré lui, qu'il va être obligé de gérer. Et il va faire ça de 2 façons. Il va espérer du côté du patient et il va lui proposer l'excellence d'un soin. L'excellence d'un soin en cancérologie, c'est un optimum de soins en termes de qualité, souvent par le biais d'une technicité et de quantité. Parce qu'on est dans une histoire de cancer, donc dans une histoire de mort. Et dans le cancer du sein, ce postulat est devenu très vite une vérité. Ça fait largement 2 décennies maintenant que les femmes sont convaincues que c'est devenu consubstantiel à la notion même de cancer du sein. Plus on dépiste tôt, mieux on soigne. C'est vraiment quelque chose qui est pas pour vous, parce que vous regardez ça sous un autre angle, parce que vous lisez votre littérature régulièrement, du moins ce serait souhaitable, mais plutôt dans le grand public, on va dire, où si vous demandez n'importe qui dans la rue, j'ai d'ailleurs fait un petit peu l'essai autour de moi, tout le monde va vous dire que ça se soigne hyper bien maintenant le cancer du sein, surtout quand tu le dépistes super tôt. Alors très clairement, quand moi je remets cette chose-là en question et que je dis à mes amis dans l'association, dites les filles, le dépistage fait beaucoup de promesses, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être ça, elles me disent, mais enfin Martine, qu'est-ce que tu racontes? Ce truc-là est prouvé scientifiquement depuis très longtemps, est-ce que tu veux revenir en arrière? C'est-à-dire, si vous voulez, dans cette lutte qu'il y a, ce combat qu'il y a entre fatalité et espoir, si je grignote sur la valeur espoir, je laisserai émerger la valeur fatalité. Moi, je ne veux pas ça, mais il est très clair que ce qui se propose, si vous voulez, cette 3e ère, parce qu'on va entrer dans une 3e ère du cancer, c'est beaucoup plus difficile à expliquer qu'un postulat qui était pris comme une chose très simple, c'est hyper facile à comprendre, tout le monde comprend ça, c'est un super avantage, c'est que c'est absolument universel. La fatalité, ça dit n'importe qui. Le dépistage, il y a une forme de non, pas le dépistage. Le diagnostic précoce, il y a comme un présupposé, si vous voulez, que ça concerne tout le monde, ce qui est donc tout à fait autre chose. Et en plus, ça a apporté une pensée positive, ce qui n'est pas négligé quand même. Alors, nous sommes dans le cas d'une émotion sociale, on va dire ça comme ça, très forte.
le cancer du sein a un statut particulier parmi les cancers. Et c'est un cancer, comment dire, qui superpose deux représentations, celle du cancer, donc avec toujours sa mort qui trimballe derrière lui, et celle de la perte de féminité. J'ai pas du tout le temps de vous faire tout le détail de ce que c'est que la perte de féminité. En revanche, je vais vous donner un tout petit exemple. J'allais très très régulièrement faire des formations en école d'infirmière. Il y a bien sûr de très grands groupes de femmes et puis quelques hommes. Et parmi les élèves, il y avait un élève infirmier qui disait « Ouais, bon, on fait beaucoup de salades autour du cancer du sein, mais au bout du bout, la mortalité est quand même nettement inférieure à celle d'autres cancers comparativement. » Et là, c'était la bronca auprès des copines. Toutes les filles réagissaient très violemment en disant « Tu te rends pas compte, on peut te couper les seins, tu peux perdre les cheveux, est-ce que tu peux encore faire des enfants d'ailleurs, et puis tu peux plus allaiter, et puis tu perds ton mari. » Enfin, c'était vraiment conçu, si vous voulez, comme l'horreur absolue. Je vous parle de représentation, je vous parle pas du tout de réalité, hein. C'est les représentations qui sont associées à ça. À partir de ce moment-là, j'ai surtout remarqué au sein des chambres, auprès des patientes que je rencontrais, ou alors des femmes que je rencontrais dans des comment dire, des congrès ou d'autres manifestations, que se sentaient surtout concernées des femmes qui étaient, on va dire, dans l'exercice maximal de leur féminité. À cet âge-là où on fait des enfants, les élèves, on a une vie relationnelle, une vie amoureuse, une vie sexuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'une femme de 80 ans ne l'est plus, mais elle va situer, si vous voulez, ces choses importantes à d'autres endroits. C'était vraiment quelque chose de très très affolant pour des femmes. On est dans la représentation, on est dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc on est dans le fantasme aussi de ce qui pourra arriver. Alors voilà, c'est là que pour moi le bas blesse de façon très importante, c'est les campagnes d'Octobre Rose, qui à mon avis, dans ce climat émotionnel déjà très élevé, vont avoir un ton qui va entretenir un flou au lieu de le réduire. Elle va surfer sur l'émotion et au lieu de s'adresser par exemple uniquement à des femmes de plus de 50 ans, elle va avoir un discours un peu flou, un peu bizarre. Regardez par exemple cette affiche à gauche, une femme de plus de 50 ans, certes, mais elle est tout derrière, toute petite, et elle a une position un petit peu enveloppante par rapport au groupe des femmes qui sont devant, qui sont très très loin d'avoir 50 ans, hein, les 4 dames qui sont devant. D'abord, elles ont des t-shirts, elles ont des débardeurs, et la dame de plus de 50 ans est plus habillée. Peut-être qu'elle serait moins désirable, hein, toujours des présupposés bizarres. Et ces dames de moins de 50 ans, enfin ces jeunes filles, elles sont de couleurs, de corpulence différentes, de taille, de couleurs de cheveux différentes, un petit peu comme si on voulait mondialiser ou globaliser le propos. Je me pose des questions, si vous voulez, autour de ce type de campagne. Et puis regardons à côté la deuxième affiche, qui est l'affiche qu'on voit la plus souvent d'ailleurs, qui est une femme très jolie, encore idéale, beaucoup plus jeune aussi que 50 ans, bien sûr. Et puis elle dit, l'année dernière, cette femme a montré ses seins, elle a sauvé sa vie. Est-ce que ça voudrait dire qu'il suffirait de montrer ses seins pour sauver sa vie? C'est une question que je pose. Vous voyez là qu'il y a vraiment une immense ambiguïté entre prévention et dépistage. Et c'est ce que je ressens, moi, auprès des femmes. C'est cette ambiguïté-là. Alors, bon, ça c'est une dia qui est presque inutile, on va dire. Et puis, je voulais dire en fait qu'on entretient un flou. Hein. Il y a pas, on est juste dans un climat un peu anxiogène. Et après, les femmes, elles vont juste avoir envie d'agir, en fait. Faire quelque chose, mais surtout pas se laisser faire. Hein. Dans l'esprit, c'est plutôt ça. Donc on va aller au dépistage, comme dans un système de conjuration, j'y vais, je m'en occupe, surtout j'essaye de l'éviter, on sait jamais. Comme un vaccin, une mithridatisation, un truc un petit peu ambigu, qui serait dire, si j'y vais hyper tôt, vachement au début, je ne l'aurai pas, ce serait de la prévention. C'est flou. Je ne peux pas le dire de façon plus organisée, parce que c'est délibérément organisé comme ça, comme étant un flou psychique. Or, dans l'émotion, on est dans le flou. Hein. On ne fait pas des choses que l'on réfléchit, qui sont hyper réfléchies. On agit dans l'urgence. Donc, soit il y a une confusion avec dépistage, et je rencontrais quelques patientes, mais de loin pas toutes quand même, hein, qui disaient pourtant j'allais tous les 2 ans à la mammo, ou parfois je rencontrais des patientes qui effectivement se retrouvaient dans ce qu'elles voulaient impérativement éviter finalement. Hein. Alors,
dire ce que c'est que d'être dans la presse, c'est le moment où les patientes disent ils peuvent pas comprendre, ça leur est pas arrivé. Ça doit être agaçant pour des médecins d'entendre ça à tout bout de champ. Mais c'est vrai que c'est difficile à décrire. Et il se trouve que j'ai une petite image, ce serait comme si vous tombiez poussé à l'eau dans une piscine très froide. Et c'était pas prévu, vous vouliez pas. Donc vous êtes dans un effet de surprise immense, vous êtes tout seul dans l'eau, dans un bassin qui est profond, et il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est de vous débattre pour prendre un peu d'air et remonter à la surface. Vous avez été arraché, en fait, très brutalement à la communauté des gens vivants, des gens normaux, pour être tout seul, absolument seul, devant l'idée de votre anéantissement. C'est un truc qui est très très fort, et beaucoup de femmes disaient, le cancer du sein, c'est une double peine. Parce que, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot anéantissement. Il n'y a pas que l'idée de mort, il y a aussi l'idée, si vous voulez, qu'on est obligé d'y laisser sa féminité. Et je parle toujours de représentation. Finalement, on se rend bien compte après qu'on est encore une femme. Mais en revanche, on ne l'imagine pas avant. C'est ça qui est très dur. Et donc, il se trouve que la plupart des patientes, c'est normal, hein. Comme elles ont très peur de mourir, elles vont jamais critiquer le dépistage. Moi, j'ai pas entendu de femmes regretter d'avoir été au dépistage. J'en ai entendu beaucoup qui disaient j'aurais mieux fait de pas y aller tout de suite, comme ça je serais encore partie cool en vacances, mais pas de regretter totalement, hein. C'est pas du tout ça, parce qu'on est dans la peur de mourir. Et après, on est obligé, si vous voulez, de trouver une cohérence dans l'idée qu'on est obligé de renoncer à une partie de sa féminité ou à la féminité pour avoir le droit de vivre. Donc on va mettre en place, si vous voulez, une stratégie de survie psychique, un truc qui va nous aider à avancer tous les jours et qui ressemble à des processus comme des méthodes Coué, des choses comme ça, où je vais me dire, bon, ben j'y laisse un bout de sein, j'y laisse un sein, mais ce que je veux, c'est survivre, hein. Très clairement, c'est comme ça que ça s'énonce. Or, le dépistage va continuer à trouver une place parce que dans cette stratégie de survie, on va commencer à inventer une histoire, on va intégrer le cancer. Ce qui est normal, puisque, comme le diraient les psychologues, faut l'accepter. Accepter, ça veut pas dire que d'une seconde à l'autre, je vais dire « Ah, ça y est, maintenant j'ai accepté ». C'est un processus, c'est quelque chose qui prend du temps. Et commencer, si vous voulez, à imaginer cette histoire avec ce cancer à l'intérieur, parce que hier je l'avais pas et là aujourd'hui je l'ai, et que tout change du tout au tout, ça va s'organiser comme ça. Je vais dire, j'ai bien fait d'aller au dépistage, parce que le docteur m'a dit, c'est petit, c'est hyper pris à temps. Ou alors je vais dire, bah mince, une fois de plus, voilà, je me suis occupée des gamins, de mon mari, de ma belle-mère, mais je me suis pas occupée de moi, j'aurais mieux fait d'eux. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui tourne autour de ça. Et vous savez pourquoi vous allez trouver ça hyper tendancieux? Mais entre autres parce que le dépistage, il y a quelque chose qui fait que dépistage, mammographie, et la mammographie, c'est ma première photo de famille, moi et le cancer. C'est là que je vois mon ennemi. Et cette photo, elle va être complètement sacralisée. C'est à la fois l'acte, la mammographie, mais c'est aussi le cliché. Je vais la trimballer avec moi. Je vais l'emmener chez le généraliste qui va la regarder. Je vais l'emmener chez le gynéco qui va la regarder. Je vais l'emmener chez le radiothérapeute qui va la regarder. Je vais l'emmener chez le chir qui va la regarder, chez l'oncologue qui va la regarder. Et c'est un objet qui est sacré. C'est quelque chose où mon ennemi commence à prendre forme. Parce que il se trouve que le cancer, c'est sournois. Tout se fait dans mon dos. Ma conscience n'a rien remarqué. Maintenant, elle s'aperçoit que le corps est malade, mais il n'est pas malade de la maladie. Il est malade des soins. Et les patientes faisaient beaucoup de réflexions par rapport à ça. Elles disaient, il y a un truc qui est bizarre là, je suis malade, mais je suis malade de la chimio, je suis pas malade du cancer. Et c'était un truc un peu bizarre. Donc on a besoin, si vous voulez, de corporaliser son ennemi. On va l'inscrire dans les représentations sociales. On va dire c'est le stress, tout le monde le dit, par exemple, hein, je vous donne des exemples. Hein. Et on va dire, et on va l'inscrire dans sa propre vie. On va dire c'est normal, mon mari m'a trompé, c'est ceci ou cela. On va comme ça, si vous voulez, essayer de comprendre sur quel terreau cette maladie pousse, parce que ce qu'on aimerait surtout, c'est savoir comment stériliser le terreau pour que la maladie disparaisse surtout, pour qu'on puisse tuer son ennemi. Voilà, alors ça c'est l'armée, bien sûr, qu'on pourrait penser dans une guerre symbolique si on dit que le dépistage n'a pas, comment dire, de résultats suffisamment élevés pour le justifier. Je ne sais pas, ça je vous laisse à vous après la possibilité de discuter ça. Mais c'est le moment où je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi, puisque je suis aussi là pour ça, même si, paraît-il, c'est ce qu'on n'aime pas trop dans les associations de patientes, c'est qu'elles parlent tout le temps d'elles.
J'ai vu, moi, sur mon corps, que j'avais un cancer, parce que je l'ai vu, c'était pas un dépistage. Et je me suis donc sauvé la vie toute seule, dans l'absolu, si on peut dire ça comme ça, si toutefois je n'en meurs pas. Et il se trouve que j'ai éprouvé le besoin, 6 mois, 1 an après, une forme de désir irrépressible, d'écrire à la gynécologue qui soignait mon utérus et pas du tout mes seins, que je la remerciais de m'avoir proposé de faire une mammographie. Bizarre, hein? Mais c'était ma stratégie de survie. J'ai tout fait pour croire, à ce moment-là, j'étais convaincue de ce truc-là. Je voulais croire que la science pourrait m'aider, et la science, par le biais de ces techniciens, je suis désolée pour les généralistes, mais par le biais des spécialistes, des oncologues, qu'ils allaient pouvoir, si vous voulez, exceller, m'autoriser l'espoir et exceller, et faire de telle sorte que je réintègre, si vous voulez, la population des gens normaux. Et je crois que cette armée, c'est ma façon de voir les choses, hein. Alors là, mais je crois que cette armée, elle est un peu là-dedans. C'est qu'elle a surtout envie de croire et envie d'être dans la maîtrise. Parce que l'idée de ne pas y être, c'est un truc qui est très très difficile. Alors il y a des dommages collatéraux. C'est du moins comme ça qu'on l'énonce. C'est Sainte Agathe, patronne des malades du sein. Et là, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est cette confusion que j'ai observée chez ces patientes qui sont soignées pour des petites choses. Mais je n'aimerais pas que vous imaginiez que je pense que ces patientes ont été soignées pour rien. Je ne sais absolument pas du tout si ce sont des surdiagnostics. Le seul intérêt là-dedans, c'est de vous décrire la souffrance des gens qui ont des petits cancers. Il y a énormément de confusion et d'atroces montagnes russes avec ces patientes qui arrivent là, poussées, si vous voulez, dans l'anxiété, souvent d'un dépistage, avec un cancer in situ où le docteur lui dit « c'est bien, madame, ça n'est pas grand-chose, on va le soigner super bien ». Et je comprends que le médecin dise ça, mais on va vous faire une mastectomie, parce que c'est quand même assez souvent le cas dans le cas du cancer in situ, et il y a un grand trou au milieu, si vous voulez. Quelque chose qui est difficile, que l'on peut comprendre par un raisonnement médical, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en revanche, on a un désir de proportionnalité. Il y a toujours dans la tête cette idée bizarre que plus l'opération est grande, plus le mal est grand en amont. Et il y a comme ça ces choses qui sont difficiles à supporter. Les mots du petit cancer, ça je le dis juste pour vous, pour que vous y pensiez. C'est-à-dire toutes ces femmes qui disent « mais qu'est-ce que j'en ai marre qu'on me dise que j'ai un petit cancer ?» C'est-à-dire qui se sentent pareilles, elles sont face à un oncologue, elles sont en radiothérapie, elles ont des bouffées de chaleur à cause du tamoxifène, parfois elles perdent même les cheveux quand elles sont en chimio, mais elles ont l'impression qu'elles ne sont pas considérées parce qu'on leur dit constamment « c'est un petit cancer, un super petit cancer ». C'est quand même très très dur. C'est vraiment des montagnes russes. Parce qu'un patient, il a certes un contact avec un médecin, mais il a tout le reste de la société qui est derrière. Il a toute sa famille. Moi, je vois mon mari qui dort. Là, moi, je te trouve gonflé quand même. Il a toute sa famille qui est là. Et tout le monde lui demande des échos et tout et tout. Et ça, c'est très difficile. Donc, tout dernier point, puis j'arrête, hein, c'est le médecin technicien. Alors, j'aimerais quand même soulever une toute petite question. Peut-on se consoler avec une très grande technicité? Je trouve ça très très dur de voir que l'on propose par exemple une reconstruction immédiate comme une panacée alors que c'est un pis-aller. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est vachement bien que ça existe, mais ce serait quand même mieux de garder le sien. Et puis je me rends compte que les patientes, et il y a des patientes aussi qui investissent la technicité énormément parce que effectivement il y a comme ça quelque chose qui les console de tout ça. Pour finir, eh bien voilà, en conclusion, je dirais que je trouve impossible, anti-éthique, anti-déontologique, tout ce que vous voulez, de proposer aux médecins de faire un paiement à la performance. Moi, j'attends toujours d'entendre un vrai discours autour d'un acte médical qui propose des avantages, certes, mais qui parle aussi un tout petit peu des inconvénients. Enfin, pas un tout petit peu. En fait, juste dans l'état de la science du moment, de maintenant. Et que ces choses-là évoluent à chaque fois que les choses changent. Voilà. Merci.